6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. Oh, c'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, une brume sinistre annonce une explosion cataclysmique. On dirait une zone de combat. Ce n'est pas normal de voir des explosions de cette ampleur dans une ville américaine. Un visiteur s'échoue sur une plage du Pacifique. C'est peut-être extraterrestre. Et l'angoisse s'installe quand des éclairs jaillissent de la main d'un promeneur en plein hiver. Ce type est sur le point d'être électrocuté. En réalité, il devrait être mort. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Un jour, dans une ville paisible des États-Unis, un étrange brouillard précède une puissante explosion. On se croirait en enfer. Tout à coup, le feu et la damnation emplissent l'espace. Même les policiers foncent aux abris. L'air brûlait. Je priais le ciel pour en sortir vivant. La présence d'une base militaire à proximité laisse penser à l'usage d'une arme secrète redoutable. La vitesse de propagation de l'explosion rappelle celle du napalm largué par avion. Ce n'est pas normal de voir des explosions de cette ampleur dans une ville américaine. Nous sommes le 15 octobre 2005 à Texarkana, dans l'Arkansas. Cela fait 20 ans que le brigadier Randy McAdams patrouille dans les rues de la ville. Répondant à un dernier appel avant la fin de son service, il se dirige vers un parc pour enquêter. Tout a l'air paisible, quand soudain, McAdams est aveuglé par une immense lumière blanche. Je suis frappé par cette puissance impressionnante. Je la sens dans ma poitrine. Il appelle le poste de police. Il tente de fuir, mais sa voiture cale. La voiture s'immobilise. Les phares s'éteignent. C'est alors qu'une brume glaçante s'approche de lui. Je voyais quelque chose qui ressemblait à du brouillard. Mon esprit turbinait à 1000 à l'heure. Le nuage poursuit sa sinistre approche quand la voiture du policier redémarre miraculeusement et qu'une boule de feu jaillit dans le ciel. McAdams enclenche la marche arrière et fuit pour échapper à la mort. On a l'impression que le monde entier s'embrase. Je savais que je devais fuir, parce que je voyais bien que tout se mettait à exploser et à brûler. Il s'en serait fallu de quelques secondes ou quelques mètres pour que je perde la vie. Les scientifiques sont interloqués par cette explosion survenue dans un parc public sans source d'embrasement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, et même jamais. Il n'y a pas 36 façons de décrire l'événement. C'était dévastateur, monstrueux. Même le lieutenant-colonel Daniel Davis, fort de ses 21 ans de service dans l'armée, reste perplexe devant les images.
J'ai immédiatement pensé que ça ressemblait à une zone de combat. Sauf qu'on est à Texarkana, une ville de l'État d'où je viens. S'il s'agissait d'une espèce d'explosif de guerre, qu'est-ce qu'il faisait dans ce coin? D'où venait-il? L'immense dépôt militaire de Red River s'étend sur 65 km², à seulement 30 km à l'ouest de Texarkana. Il stocke des quantités faramineuses de munitions. Beaucoup y sont produites et envoyées à nos combattants à travers le monde en fonction des besoins. Après avoir étudié les images, Daniel Davis estime que l'explosion pourrait faire penser à l'une des pires armes utilisées par l'armée américaine, le napalm. Ce qui amène à penser qu'on pourrait avoir affaire à quelque chose ressemblant à du napalm. C'est la rapidité de l'explosion et la chaleur intense des flammes. Le napalm trouve son origine dans le feu grégeois, employé par les armées de l'Empire byzantin. Ce feu était si puissant qu'il pouvait enflammer la mer. Et malgré le mystère qui continue à entourer sa composition chimique, il a poussé des spécialistes de l'armement à créer le napalm, 1300 ans plus tard. Leur décoction d'essence et de gelée épaississante brûle instantanément sur n'importe quel support, en atteignant la température de 2700 degrés, soit une température supérieure à celle de la lave en fusion. Une fois sur la peau, c'est terminé. On ne peut pas l'éteindre. Il brûle jusqu'à ce qu'il ait consommé tout le carburant. L'usage le plus célèbre du napalm a eu lieu au Vietnam. 400 000 tonnes ont été larguées sur des villages au cœur de la jungle, les réduisant en cendres. Un engin mortel rempli de napalm a-t-il accidentellement explosé à Texarkana? Cela fait 28 ans que Matt Kuchar travaille comme pyrotechnicien à Hollywood. Grâce à ses connaissances, il va voir si l'explosion de Texarkana est due au napalm. Il en badigeonne une voiture pour reproduire la façon dont cette substance réagit quand elle est en contact avec des objets usuels. Ça vous va? J'ai mélangé de l'essence et un agent épaississant pour reproduire ce qu'est le napalm. Je vais en étaler sur le toit. J'en mettrai peut-être sur la portière et à l'intérieur pour créer une sorte de mèche. Il suffira de l'allumer pour que tout s'embrase. Le napalm fait partie des substances les plus explosives utilisées au combat. C'est très inflammable et hautement toxique. Il ne faut pas jouer avec. Bon, allons-y. On obtiendra le résultat maximal. Kuchar a équipé la voiture d'un détonateur à télécommande. C'est bon? Au moment du déclenchement, une petite charge explosive enflammera le napalm. Vous avez vu l'explosion sur le toit de la voiture? C'était violent. L'œil expert du pyrotechnicien repère une différence marquante entre cette explosion et celle de la vidéo. On voit clairement l'effet du napalm sur le toit. On voit la façon dont brûle la gélatine. On n'observe pas le coefficient de dilatation que j'ai cru voir sur la vidéo. Le napalm étant entièrement alimenté par de l'essence, ces flammes ne peuvent pas grandir et se propager dans l'air comme à Texarkana. Par conséquent, les flammes de l'Arkansas étaient forcément alimentées par autre chose que de l'essence. Mais quoi? Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Elle s'est fait offrir une opportunité pour réaliser ses rêves, puis elle a voulu jouer, puis elle s'est brûlée. Comment qu'elle a pu se laisser embarquer là-dedans? Cocaïne, prison et likes, la vraie histoire d'Isabelle. Vendredi 20h à Canal D. La caméra embarquée d'un véhicule de police filme un nuage de gaz à l'odeur sinistre. I've got some kind of chemical smell. It's slowly drifting further south. Avant qu'une redoutable explosion ne trouble la paisible ville de Texarkana. Nicole Katsikides découvre que l'explosion s'est produite non loin d'une plaque tournante en matière de transport. À Texarkana, il y a une grande gare de triage.
avec beaucoup de trains qui vont et qui viennent tous les jours. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'une catastrophe de fret ferroviaire. Les trains de marchandises transportent plus d'1 million de tonnes de produits dangereux par an. En 2013, les freins d'un train de marchandises sans conducteur à bord lâchent. Le train se met à dévaler la colline. Ces 74 wagons contiennent 113 500 litres de pétrole brut chacun. Ils gagnent de la vitesse et foncent vers la ville québécoise de Lac-Mégantic, à moins de 15 km de la frontière américaine. Lancé à 105 km/h, il finit sa course en plein cœur de la ville, où il explose. « 47 personnes sont tuées et une quarantaine de bâtiments anéantis. Rick Pavik fait partie des pompiers qui ont combattu le feu de Texarkana. On a découvert un train à l'arrêt sur les rails, avec du propylène dans le premier wagon plein. Le propylène est un gaz particulièrement explosif et inflammable, servant au soudage par fusion dans les aciéries. En arrivant en ville, un train a déraillé et un a perforé le wagon-citerne en le percutant. Le feu a brûlé pendant longtemps. Sur place, tout est parti en fumée. Tous les ans, plus de 13 000 wagons-citernes contenant du propylène traversent les États-Unis. Une chose est sûre, ce type d'explosion se reproduira. Tout de suite, sur un lac gelé américain à la sinistre réputation, un couple part en balade au cœur de l'hiver, quand soudain, monsieur est investi d'un étrange pouvoir. D'où vient cette électricité? C'est impossible que les humains sachent faire ça. De ses doigts jaillit une lumière spectrale. Sur le moment, il s'en réjouit. J'étais scié. On trouvait ça génial. Il ne se doute pas qu'il court un danger mortel. Ce type est sur le point d'être électrocuté. En réalité, il devrait être mort. Nous sommes dans le comté de Dane, dans le Wisconsin, la capitale laitière de l'Amérique. La région est aussi connue pour ses 15 000 lacs, dont le lac Monona, un des plus grands avec sa surface de 12 km². À 46 ans, Rudy Moore vivait juste à côté depuis 7 ans sans incident. Mais en cette nuit glaciale du 25 janvier 2016, tout a basculé. Le lac était totalement gelé. Avec ma compagne, après avoir passé la soirée dehors, on est parti se promener sur le lac. Rudy et son ami font 300 mètres sur la glace. L'obscurité, les nuages et le lac gelé accentuent l'impression d'isolement qu'on ressent. Pendant l'espace d'un instant, on est véritablement au milieu de nulle part. C'est là que l'incident se produit. J'ai eu une sensation bizarre au bout des doigts, à travers mes gants. Comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai enlevé mon gant et ça a été un choc. Les doigts de Rudy émettent de la lumière. C'était très étrange. Ça me fait penser à un pouvoir de super-héros ou à un film de science-fiction. C'est délirant. Pendant toutes ces années à jouer avec la foudre dans mon labo, je n'ai jamais observé ce phénomène. Ce n'est pas la première fois qu'un événement étrange se produit sur le lac. Le 10 décembre 1967, les moteurs d'un avion transportant le prince de la Saule, Otis Redding, crachotent mystérieusement en plein vol. Il plonge tête la première dans le lac. Tous les passagers meurent sauf un. À ce jour, les circonstances de l'accident n'ont toujours pas été élucidées. En 1970, Mike Butler et Denise Fritz subissent l'attaque d'un étrange disque volant. Ils projettent des rayons de lumière vers le couple terrifié qui s'enfuit vers la terre ferme.
Mike et Denise sont si traumatisés qu'ils ne retourneront jamais au lac. Billy Beatty, qui est physicien, se demande si la source de cette étrange énergie aurait pu venir de Rudy Moore en personne. Il pourrait s'agir de ce qu'on appelle le syndrome de l'humain électrique, ou d'un slider, c'est-à-dire un être humain qui devient un générateur électrique haute tension. Partout dans le monde, des personnes disent avoir un champ électromagnétique personnel dévastateur. Tout se dérègle autour d'eux. Ils ne peuvent pas porter de montre à affichage numérique. Leur téléphone portable se détraque. Les lampadaires s'éteignent sur leur passage, les uns après les autres. Un ouvrage rapporte le cas de Jenny Morgan, une adolescente du Missouri dotée d'un champ électromagnétique, faisant tomber par terre les gens à proximité. Serait-il possible que les sliders aient des étincelles qui jaillissent des doigts? Dans la nature, on observe effectivement de l'électricité qui fuse des créatures vivantes. Certains animaux savent produire beaucoup d'électricité. Le célèbre gymnote, ou anguille électrique, fait partie des prédateurs les plus fascinants du royaume animal. Il traque ses proies dans le bassin amazonien avant de les électrocuter en leur envoyant des décharges de 800 volts. L'anguille électrique possède un organe spécialisé qui fonctionne un peu comme une batterie. Ce poisson peut générer une énorme quantité d'électricité. On parle de décharge de 800 volts. Le corps humain est incapable de supporter une telle quantité d'électricité. Bill Beatty émet une autre hypothèse. Quand on met la main trop près d'un courant très haute tension, ça suffit pour que de petites étincelles jaillissent de vos doigts. Mais une lueur de ce type demande un générateur à extrêmement haute tension. À moins de 2 km de l'endroit où Rudy se tenait ce fameux soir, se trouve une centrale électrique. Elle produit 69 000 volts d'électricité qu'elle distribue à plus de 140 000 personnes. David Wallace, ingénieur en génie électrique, cherche à savoir si un humain peut capter et transmettre de l'électricité à partir d'une source d'énergie proche, comme cette centrale. Afin de reproduire le champ électromagnétique présent dans les lignes électriques, Wallace utilise une bobine Tesla. Je vais faire un essai vite fait. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. L'expérience présente de tels dangers que Wallace doit se servir d'un mannequin et non d'un sujet vivant. Il cherche à déterminer si le mannequin parvient à transmettre une charge électrique sans toucher les fils électriques. La bobine Tesla est allumée. Comme vous pouvez le voir, rien n'est en contact avec le mannequin. Étant donné qu'avec la bobine Tesla, on devrait atteindre les 2000 volts. On a prévu une distance de 15 ou 30 cm. On éteint la lumière. C'est parti. C'est génial. Des étincelles sortent des doigts. Les étincelles qui jaillissent des doigts du mannequin ressemblent étrangement à celles qui sortaient des doigts de Rudy Moore. Ça peut toucher n'importe qui, là. Les mardis. Votre véhicule, ça peut devenir une arme. On voit les débris vont jusque là. Comme on dit, la scène parle. Une collision, au final, c'est un drame. Les mardis catastrophes, dès 19h30, à Canal D. Sur un lac gelé du Wisconsin, les doigts d'un homme émettent d'étranges flammes. David Wallace, spécialiste en courant haute tension, pense qu'une centrale électrique située non loin de là pourrait expliquer ce phénomène. Mais il y a un hic. Pour que cette théorie se vérifie, il faudrait que l'homme se tienne près de la centrale. Mais Rudy Moore était à près de 2 km de la centrale électrique qui produit 69 000 volts. D'après les calculs de Wallace, il faudrait que la centrale génère plus de 4,8 milliards de volts pour atteindre Rudy, soit 60 000 fois plus que sa capacité actuelle. Par ailleurs, une telle quantité d'énergie aurait tué dans l'instant Rudy et toutes les personnes dans les environs. En tant que météorologue, Angela Fritz estime que le ciel derrière Moore contient des éléments de réponse.
L'endroit et l'époque de l'année sont déterminants pour comprendre ce qui se passe. Dans la vidéo, derrière la main, on voit que la visibilité est très réduite. Ça veut dire qu'il neige beaucoup, ou qu'il y a peut-être même une tempête de neige. Lors de fortes chutes de neige, en frottant les uns contre les autres, les flocons peuvent surcharger l'atmosphère en électricité. On peut alors voir apparaître une flamme au sommet du point culminant de la région. John Farrow connaît ce phénomène. On l'appelle le feu Saint-Elme. En général, ça arrive sur les bateaux. On a l'impression que du feu sort des mâts. Ici, au lieu de mâts, peut-être que c'est le corps de Rudy qui réagit à l'électricité atmosphérique et génère ces lueurs au bout des doigts. Si c'est vrai, alors c'est la première fois que le feu Saint-Elme est observé et filmé, jaillissant d'un être vivant. Les spécialistes tirent cependant la sonnette d'alarme. Rudy Moore a eu de la chance de ne pas mourir. Si je voyais ça sur mes doigts, j'irais m'enfermer en courant, parce que c'est le signe irréfutable que c'est sur vous que la foudre risque de s'abattre ensuite. Tout de suite, sur une île détruite par une catastrophe naturelle, une atrocité organique informe s'échoue sur une plage. Cette créature vient-elle de la mer? Vient-elle d'ailleurs? En tout cas, cette chose est ou était vivante. C'est peut-être extraterrestre. Les habitants, eux, ne savent que trop bien ce que signifie la présence de ce monstre. Les Philippins voient ça comme un mauvais présage. Ils seraient inquiets. Cette créature annonce-t-elle une catastrophe géologique? Nous sommes à Mindoro, une île des Philippines, le 11 mai 2018. Située à l'extrémité du plus grand écosystème marin de la planète, cette région abrite 75% des espèces coralliennes connues à ce jour. Mais les scientifiques n'ont jamais rien vu de monstruosité marine telle que celle-ci. Les habitants capturent l'animal. Cette masse informe bizarre a l'allure et l'odeur d'une créature venue d'un autre monde. Cette créature est énorme. Elle fait la taille d'un camping-car. Une énorme créature non identifiée s'est échouée sur une plage tropicale. Chris O'Brien, journaliste d'investigation, sait que certains habitants pensent que ce tas de chair annonce une catastrophe. Quand ce type d'étrange masse informe s'échoue sur une plage, les Philippins voient ça comme un mauvais présage. Une de leurs légendes parle d'un dragon aquatique. Ce dragon est appelé Bakunawa. L'arrivée de cette créature précède systématiquement une catastrophe. S'il apparaît, c'est peut-être le signe avant-coureur d'un séisme ou d'un tsunami. Les Philippins doivent être un peu angoissés. L'archipel des Philippines se trouve dans la région où se produisent les pires catastrophes géologiques. Sur les 40 000 km² de la ceinture de feu, se succèdent de profondes fosses océaniques, des volcans en activité et des plaques tectoniques qui se chevauchent. Quelques jours après l'arrivée du tas de chair informe, 69 séismes importants secouent la ceinture de feu en l'espace de 48 heures. Les Philippins craignent désormais d'être les prochains sur la liste. Après cette vague de tremblements de terre, Linda Godfrey comprend pourquoi les habitants sont convaincus que le mythe du Bakunawa recèle une part de vérité. Ils se disent qu'un tel monstre marin existe peut-être, vu qu'on ignore en grande partie ce qui se trouve dans les océans, surtout dans les fosses les plus profondes. Dans les régions jusque-là inexplorées de nos océans, on découvre 5 nouvelles espèces par jour. Un chiffre impressionnant, mais en tant que biologiste marin, Eric Hovland estime que le monstre n'a aucun des traits d'une créature marine. Où est sa tête? Où sont ses yeux? Est-ce qu'elle avait des nageoires, des ailerons, des bras, des tentacules? En tant que biologiste, Danny Washington se demande s'il ne s'agit pas d'un animal terrestre. En regardant les images de plus près, je remarque des petites stalactites poilues qui pourraient être le signe d'une fourrure. La peau et les tissus d'un ours polaire mort se décomposeraient dans la mer de cette manière.
Les ours polaires sont les ours les plus gros et les plus redoutables du monde. Ils chassent sur les bords de la banquise, attaquant les phoques qui remontent à la surface pour respirer. Ils passent plus de 6 mois par an dans l'eau et ont été repérés à 130 km du rivage. Dans ce cas, peut-être qu'un ours polaire a été entraîné loin de son habitat dans l'Arctique. Tous les océans étant reliés, les courants peuvent transporter des choses sur des centaines de milliers de kilomètres. Les courants océaniques résultent de mouvements tourbillonnants de l'eau créés par le vent, la température et la force gravitationnelle exercée par le Soleil et la Lune. Les courants du Pacifique les plus rapides parcourent plus de 160 km par jour, ce qui correspond à la vitesse de marche d'un humain. Mais en tant que géoscientifique, Sayan Proctor sait que cette vitesse n'est pas assez rapide. La vidéo a été tournée aux Philippines. Les ours polaires vivent dans l'Arctique à 6500 km de là. Le temps que la carcasse d'ours arrive, il ne serait resté que les os. Elle aurait été dévorée par les charognards. En étudiant les images, la scientifique pense que cette masse informe pourrait être une partie du corps d'un être beaucoup plus imposant. Une baleine. Ce sont de gigantesques mammifères marins. Quand ils meurent, leur corps se décompose et il arrive que certaines parties échappent aux charognards. Les baleines sont les plus grandes créatures vivantes ayant jamais peuplé la Terre. Certaines pèsent 200 tonnes, soit l'équivalent de 22 tyrannosaures. Elles sont tellement grandes que même une petite partie de leur corps peut ressembler à un animal distinct. Ce qu'on voit sur les images, c'est un gros morceau de lard de baleine. Il s'avère qu'après tout, ce n'est pas des poils. Ça, c'est des poils. C'était des fibres musculaires. Quand les tissus se décomposent, le mou se détache, mais les fibres musculaires étant plus résistantes, elles s'étirent avant de se détacher et font comme des poils. Le biologiste marin pense toutefois qu'il y a un fond de vérité dans la légende qui raconte que cette masse informe précède une catastrophe imminente. Ce truc gisait tout au fond de la mer. Peut-être qu'une activité tectonique l'a renvoyé sur le rivage. 90% des séismes de la planète surviennent dans la ceinture de feu. Il se peut que les habitants aient raison de considérer l'arrivée de ce tas de chair venu des abysses comme un signe avant-coureur nauséabond. C'est un mauvais présage, l'annonce d'un danger. Qu'est-ce qui nous attend? Les Philippins veulent savoir. Tout de suite, dans les rues d'une ville moderne, un motard invisible traverse un croisement. Qu'est-il arrivé au motard? Il y en avait un au moins? Les scientifiques se demandent si cette moto ne vient pas tout droit des enfers. Est-ce qu'elle est hantée ou commandée à distance? On se demande comment ce genre de choses peut arriver. Nous sommes le 16 janvier 2018 à Calcutta, l'ancienne capitale de l'Inde britannique. Ici, le secteur de technique de pointe connaît une croissance aussi rapide qu'inédite. Tous les jours, plus de 3 millions de véhicules circulent dans les rues, mais aucun ne ressemble à ce qui suit. Quand la moto apparaît à l'image, elle n'a pas de conducteur et il n'y a aucune trace d'accident. Non seulement personne n'est au guidon, mais la moto conduit toute seule. Elle ne roule même pas en ligne droite. Elle suit la courbe de la route à la perfection. Ça fiche la trouille quand on y pense. J'ai tout de suite pensé à un motard fantôme. Ce n'est pas la première fois qu'un véhicule de ce type est observé. En Malaisie, sur l'autoroute de Karak, les habitants affirment qu'une voiture fantôme s'approche furtivement d'autres conducteurs, les mettant au défi de la doubler. Mais quand ils la dépassent, les chauffeurs constatent que le siège conducteur est vide. À Dartmoor, en Angleterre, sur une chaussée étroite à flanc de coteau, des motards sentent la présence d'une entité qui saisit leurs mains pour les obliger à tourner et faire une sortie de route. Les survivants parlent d'une paire de mains velues et meurtrières, d'une force extraordinaire.
Jade Lovell, neurobiologiste, pense que la moto pourrait être contrôlée par la technologie. On dirait plus ou moins qu'elle est hantée. De quoi s'agit-il? Est-ce une moto autonome? Les motos autonomes sont actuellement en développement dans différentes entreprises partout dans le monde. Ces sociétés affirment que ces véhicules seront plus sûrs, rendant la route plus sûre également. Mais d'après Cyan Proctor, il se pourrait que nous allions tout droit vers la catastrophe. Il faut vraiment qu'on soit attentif aux dangers potentiels qui sont inhérents à ces techniques de pointe. Risque-t-elle de représenter un danger pour la société à terme? Tout à fait. Cet été, Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? vivez d'adrénaline et d'intrigue. Accrochez-vous! Votre cinéma, dès le 22 juin, 22h, à Canal D. Dans une ville indienne, une moto traverse tranquillement une intersection sans conducteur visible. En étudiant la vidéo, John DiBartolo parvient à voir que le deux roues est une TVS Apache. Le physicien doute qu'il s'agisse d'un modèle autonome. Si c'était effectivement une moto autonome, elle aurait l'air un peu plus moderne que le modèle classique qu'on a à l'image. En regardant de plus près ces déplacements, DiBartolo pense qu'ils peuvent s'expliquer par la physique. Si une moto est immobile et qu'elle penche d'un côté, elle va tomber. Mais si elle est en mouvement, alors un mécanisme de correction se met en place, du fait des lois de la physique. 3 facteurs jouent sur la stabilité du véhicule. La rotation des lourdes roues garantit sa stabilité par effet gyroscopique. L'angle des fourches empêche la roue avant de chasser. Et le mouvement des roues empêche la moto de tomber. Ensemble, ces paramètres permettent à une moto sans motard de rester droite. On a déjà vu des motos se relever après être tombées et continuer à rouler sans conducteur. En 2005, à Auburn, en Californie, Bobby Haydon, un pilote de motocross chevronné, mène la course quand son virage raté l'envoie à terre. L'accélérateur se coince, alimentant le moteur en carburant. Le deux roues se relève et fonce tout droit de manière incontrôlée vers les employés du circuit et les spectateurs, à plus de 80 km/h. Contre toute attente, les spectateurs en réchappent. Tant que la moto ne rencontre aucun obstacle et qu'elle maintient sa vitesse, on peut penser qu'elle continuera sa route comme ça. Tout de suite, un camping prisé par les familles plonge dans l'horreur. Des caméras embarquées filment 300 touristes fuyant pour sauver leur peau. On peut lire la terreur sur leur visage. Alors qu'un abîme effroyable s'ouvre sous leurs pieds. Le sol est en train de s'effondrer sur tout un pan. Le camping tombe tout entier dans un mystérieux trou. Impossible de dormir tranquillement après ça. C'est cauchemardesque. Tous les ans en Australie, 40 000 touristes se rendent dans la sublime péninsule d'Inskip Point pour y bronzer et s'amuser. Mais durant la nuit du 26 septembre 2015, le bon temps tourne à la catastrophe. Les campeurs sont terrorisés en voyant leur caravane et leur voiture disparaître dans un mystérieux abîme. La nouvelle se répand dans le monde entier. Les spécialistes sont choqués par ce qu'ils voient. Le sol disparaît. Vous vous rendez compte? On parle du sol. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les effets sont catastrophiques. En tant qu'environnementaliste, Alan Shapiro a regardé les images
et pense qu'il pourrait s'agir du phénomène meurtrier silencieux le plus terrifiant de la planète. Une doline s'ouvre souvent sans prévenir. Une fois que le sol est prêt à s'effondrer, cet effondrement peut être déclenché par un fait aussi anodin que l'installation d'une tente. Les dolines s'ouvrent sans prévenir. En tombant, la couche superficielle du sol révèle un trou gigantesque, mesurant jusqu'à 600 mètres de profondeur. Aucun endroit n'est épargné. En février 2013, dans un quartier résidentiel de Floride, un abîme s'ouvre juste sous le lit de Jeff Bush, alors qu'il dort. Son frère se précipite pour le sauver, mais l'homme de 36 ans disparaît dans le vide. Son corps n'a jamais été retrouvé et la raison de la formation de la doline reste inexpliquée. En étudiant les images, Cyan Proctor observe une différence essentielle entre la vidéo du camping et les dolines. En matière de dolines, l'effondrement tend à se produire relativement rapidement. Or, dans la vidéo, le glissement de terrain s'opère doucement. Les jeudis, gardez l'œil et l'esprit ouvert. On commence à admettre qu'il se passe peut-être réellement des choses étranges. C'est la fiction qui devient réalité. J'ai voulu trouver une explication, en vain. Nous ne sommes pas seuls. Les gouvernements nous cachent la vérité sur des tas de sujets. Ce genre de vidéo me donne des palpitations cardiaques. Les jeudis paranormaux, dès le 22 juin, 20h, à Canal D. Dans un camping très prisé, alors que le sol se dérobe sous leurs pieds, engloutissant leurs véhicules, les touristes s'enfuient terrorisés. La vidéo retient l'attention d'un ingénieur écologue appelé Imad Al-Kadi, qui pense que ce phénomène pourrait être un type rare de glissement de terrain. La première hypothèse qui m'est venue, c'est celle d'un problème d'argile sensible. L'argile sensible est un sol naturel si instable qu'il peut se comporter comme un liquide, se transformant alors en redoutable meurtrier. À Québec, au Canada, en février 2010, une famille se réunit pour regarder un match de hockey. Sans prévenir, l'argile sensible sous la maison se désagrège. Toute la famille est tuée dans la chute du bâtiment, 160 mètres plus bas. Mais Cyan Proctor doute que cette théorie explique l'incident survenu en Australie, et ce pour une bonne raison. L'argile sensible se forme dans des régions qui ont été sujettes à d'intenses glaciations. Il s'agit donc typiquement de l'Amérique du Nord, du Canada, de la Norvège, ce genre d'endroit. Il y a 2,5 millions d'années, une couverture de glace de 3 km d'épaisseur recouvrait l'Amérique du Nord. Mais à cause des conditions météo prédominantes à l'époque, l'Australie n'a quasiment pas été touchée par la glace, empêchant ainsi la formation de l'argile sensible. Par conséquent, peut-être qu'il y a une autre explication. La géoscientifique pense que la raison qui explique le glissement de terrain se trouve dans la mer. Elle a mis au point une expérience pour vérifier sa théorie. 90 degrés. Voire avant. Moins de 90, d'accord. Elle a reproduit le camping sur la plage. La caravane se trouve au niveau de la mer, sur la plage. Et ce tas de terre se trouve en dessous du niveau de la mer. Mettez-vous en position et on y va. J'y vais. D'accord. Un engin de chantier reproduira les forts courants marins qui érodent les plages sablonneuses par en dessous. Les campeurs ne se doutaient pas qu'ils se trouvaient sur une bombe à retardement. Si la géoscientifique a raison, les campeurs ignoraient qu'en fait, leur camping d'apparence solide se trouvait en équilibre au-dessus d'un précipice. Ça y est, presque. Ouais. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Le courant en bordure du rivage érode la partie du terrain caché en dessous du niveau de la mer.
Quand ils arrivent, les campeurs pensent que tout va très bien. Mais c'est faux. Inskip Point est exposée aux courants marins les plus forts du littoral australien. L'eau va si vite qu'elle parcourt 77 km par jour, arrachant sur son passage de gros morceaux de littoral, sapant la plage. Ce qui se passe, c'est que les courants marins érodent en réalité une partie du rivage, ce qui provoque une instabilité, puis un glissement de terrain. Le lendemain, l'étendue complète des dégâts apparaît nettement. 800 mètres de littoral ont été engloutis par la mer. L'effondrement de la plage n'a fait aucun mort, mais plus de 85% de la population australienne vivent sur la côte. Ce n'est qu'une question de temps avant que le terrain sous leurs pieds ne soit englouti par l'impitoyable océan. Si vous pensez que vous marchez en permanence sur un sol ferme, vous vous leurrez.